Shanghai, en Chine. Une société leader de l'Internet. Un homme vient de s'introduire dans les locaux. Il est armé. Contrairement aux apparences, il ne vient pas commettre un hold-up, mais exige juste de récupérer son salaire. Un geste désespéré. C'est un nouveau travailleur du web. Comme lui, ils sont des centaines de milliers, voire des millions à faire partie des forçats du cybermonde. Internet, un Eldorado de l'emploi pour les uns, mais pour les autres, une nouvelle horreur économique. Sur Internet, on peut acheter des photographies en quelques clics sur des sites qui proposent des images en tout genre, à tout petit prix. Magazines, publicités ou encore catalogues, tout le monde s'arrache ses photos. Un des leaders mondiaux dans ce domaine, c'est la société Fotolia. Sur le site, près de 2 500 000 photographies. C'est à Paris que nous avons rencontré le créateur de cette banque d'images. En 3 ans, Thibaut Elzière est parvenu à dégager 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. Une très belle réussite pour une PME de 3 salariés. On a à investir, où il y a beaucoup de photos. J'en prends avec à son contest beaucoup de photos Fotolia. Alors, Investir Magazine, par exemple. Des photos Fotolia, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment à toutes les pages. C'est intéressant quand on feuillette un magazine de regarder un petit peu d'où viennent les photos. Et on verra en fait qu'il y a beaucoup de photos qui viennent des banques d'images, donc de Fotolia ou d'autres. Voilà, Fotolia. Agence de publicité, ministère public ou encore multinationale, la société compte plus de 350 000 clients dans le monde. Fotolia est le site internet qui dispose du plus grand nombre de photos en ligne. On vend entre 10 000 et 20 000 images par jour. Donc en sachant qu'une image, le prix moyen d'une image est entre 1 et 5 euros. Un prix défiant toute concurrence. 1 euro pour un petit format, 2 euros pour un format moyen et 3 euros pour le grand. Sur le marché de la photographie, ces clichés coûteraient au moins 50 fois plus. Et alors, il est écrit sur votre site que vous êtes la banque d'images au meilleur prix. Comment vous faites ? Les photographes viennent sur notre site, tout se fait en ligne, donc on a une réduction du coût de main-d'œuvre, etc. Et surtout, les photographes jouent sur le volume, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus vendre une photo par mois qui va leur apporter 500 euros, ils vont vendre 1000 photos par mois, d'accord à 2 euros, mais qui vont leur apporter plus d'argent. Quand Fotolia vend une photo 2 euros, ce n'est qu'1 euro dans la poche du photographe. Pour réussir à avoir des prix aussi bas, la société a un secret. Grâce à Internet, Fotolia est une agence sans frontières. Ils sont 80 000 photographes à envoyer leurs clichés sur la banque d'images, parmi lesquels des Serbes. C'est en Serbie, à 2 heures de vol de Paris, que nous avons poursuivi notre enquête. Ici, le niveau de vie est très bas, mais la main-d'œuvre qualifiée et à la pointe des innovations. Dans ce pays de la débrouille, le travail sur Internet est vite perçu comme une opportunité pour gagner de l'argent. Nous nous dirigeons à Vidikovac, un quartier de Belgrade. Nous avons rendez-vous avec un couple de photographes qui vend ses clichés sur Internet. Bonsoir. Entrez, je vous en prie. Il y a 2 ans, Alexandra et Branislav Ostojic se sont improvisés photographes. Dans leur appartement, ils ont même transformé leur chambre en studio photo. Avant, Branislav était ingénieur dans le pétrole et Sashka avait une boutique de prêt-à-porter. Ils ont vu dans ce nouveau business une opportunité, un moyen de gagner plus d'argent. Aujourd'hui, c'est leur métier à plein temps. Tenez, voilà, celle-là par exemple, c'est la nôtre. C'est pour des produits de beauté. Tiens, là, c'est une de nos premières photos. Tiens, celle-là. Évidemment, le but premier, c'est de se faire de l'argent, c'est évident. D'un autre côté, ce qu'on aime, c'est que nos photos plaisent et qu'elles se vendent. Ça aussi, c'est une grande motivation. Pour gagner de l'argent, pas question de se contenter de clichés amateurs.
Bien sûr qu'au départ, ce travail était destiné aux amateurs qui photographiaient leur entourage. Mais le milieu a vite changé et c'est devenu un vrai business. Des photographes ultra professionnels se sont lancés et ils ont remonté le niveau d'exigence. Pour rester dans la course, nous, on a été obligés de suivre. Pour espérer en vendre le plus grand nombre, Alexandra et Branislav ont opté pour un créneau qui marche fort sur Internet, les photos de mode et le glamour. Chaque semaine, ils réalisent des séances photos. Ce soir, nous les accompagnons. C'est à quelques mètres de chez eux que se déroule la séance. Ici, pour pallier le manque de moyens, c'est le système D. Le studio prêté par un ami. Les vêtements des modèles sortis de l'armoire de la photographe et les mannequins professionnels payés au rabais. La clé pour réussir dans ce système, c'est de réaliser le plus de photos possible d'une qualité toujours très élevée. Quand les acheteurs vont sur le site, il faut qu'ils choisissent les vôtres. Plus vous en avez, plus vous multipliez vos chances de les vendre. Leur problème principal, c'est l'absence de contrat avec les banques d'images. Ici, ils ne sont pas perçus comme des travailleurs. Je n'ai aucun statut ici. Je ne suis pas considéré comme quelqu'un qui travaille, ni comme un chômeur. Je n'ai le droit à rien. Il faut donc que je paye moi-même ma retraite et mon assurance maladie. Et vous le faites? Non, ça me coûterait jusqu'à 150 € par mois. Et pour moi, en ce moment, c'est beaucoup trop. Le couple de photographes travaille 7 jours sur 7, 10 heures par jour, et ne s'accorde ni jour de repos ni vacances. Ce mois-ci, ils ont gagné 750 € chacun, mais ils n'ont aucune garantie de gagner de l'argent tous les mois. Dans ce métier, pas de sécurité financière. Pour les mannequins, c'est le même principe. Les photographies d'illustration sont très mal rémunérées. Je gagne plus en travaillant pour des catalogues parce qu'ils ont plus de budget et sont prêts à bien payer. Mais là, les photographes gagnent moins, donc moi aussi, je suis moins bien payée. Combien vous pouvez gagner avec les banques d'images? Je pense qu'une fille ne peut même pas gagner 200 € par mois. Et toi? Pareil, je pense la même chose. 10 € de l'heure, un tarif dérisoire pour des mannequins professionnels. Internet a manifestement cassé les prix du marché. La photographie vendue sur la toile à 1 € implique fatalement des salaires à la baisse. Tous doivent se plier aux règles du business. Je ne suis absolument pas en situation d'imposer mes exigences. Les banques d'images ont instauré ce business. Moi, je n'ai que mon appareil. Ici, ils n'ont pas le choix. Je suis conscient que ce travail nous est en fait destiné. Nous sommes le tiers-monde. Ici, les photographes, les mannequins, tout est moins cher. C'est comme les grandes industries qui délocalisent leurs usines dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère. Pour la photo, c'est la même histoire. Les photographes réalisent un vrai travail de professionnel, mais sont payés au prix de l'amateur. C'est le lot de tous ceux qui travaillent pour les banques d'images. En plus des photographes, Fotolia a également délocalisé en Serbie 9 employés. Ils sont chargés de sélectionner les clichés envoyés par les photographes sur le site. En moyenne, les banques d'images rejettent 50% des photos. Les employés habitent tous dans la même ville, à l'ouest de la Serbie. Nous sommes donc allés à Novi Sad, à 1h30 de route de Belgrade, la capitale. Attila et Vuk sont employés chez Fotolia depuis presque 2 ans. Ces travailleurs du net n'ont jamais rencontré leurs employeurs. Ils travaillent 7 jours sur 7 et n'ont aucun contrat avec la banque d'images. Je n'ai signé aucun contrat et ils peuvent donc me renvoyer du jour au lendemain. Mais pour nous, c'est quand même une bonne option, une bonne alternative. Ou bien on trouve un boulot de misère ici pour gagner 150 ou 200 €, ou on fait ce qu'on fait et on gagne 300 € par mois et ça nous convient parfaitement. Attila et Vuk gagnent en moyenne 300 € par mois. Mais lorsque nous avions demandé aux dirigeants de Fotolia le salaire de ses employés, les chiffres étaient quelque peu différents.
Donc en gros, ils sont payés entre 800 et 1500 euros par mois. Les dirigeants de Fotolia nous ont dit que vous gagnez entre 800 et 1500 euros par mois. Alors ils ont menti. C'est très loin de la vérité. Et d'ailleurs, si c'était vrai, un Français ou un Allemand ferait le boulot. Ils ne seraient pas venus nous chercher ici. Pour cette somme, n'importe qui en Europe occidentale qui a un ordinateur accepterait ce travail. Des salaires au rabais, une concurrence déloyale pour certains. Retour en France. Nous sommes à Paris au Salon de la photo. Nous avons rendez-vous avec une association qui défend les professionnels de la photographie. Ici, on se bat contre l'image à 1 euro, vendue sur Internet. L'association estime que les banques d'images ont cassé le marché. Pour nous, c'est vraiment une arnaque. On ne fait pas en sorte que les photographes du tiers-monde gagnent beaucoup plus d'argent. Non, on fait tout le contraire. On fait en sorte que les photographes du premier monde, donc les pays développés, se trouvent au niveau des photographes les plus sous-développés de la planète. Bienvenue le libéralisme. Bravo la globalisation, comme on dit, la mondialisation. Pour eux, les banques d'images comme Fotolia, c'est la bête noire. En pratiquant des prix pareils, on déséquilibre complètement un marché. Ils en ont bien conscience. Ils le disent eux-mêmes. On pratique des prix jusqu'à 10 fois inférieurs à ceux du marché. Enfin, comment est-ce que les photographes peuvent s'aligner sur des prix pareils? Allez, prends-moi garde. Philippe Devanne vit en banlieue parisienne. Lui aussi réalise des clichés pour les banques d'images et notamment Fotolia. Une profession secondaire qui lui rapporte 400 euros net par mois. Pour lui, le problème principal, c'est qu'il photographie ses enfants. Bon, moi je mets mes filles, c'est là où ça m'embête plus. Je fais des photos d'objets, sont libres de droit, les gens en font ce qu'ils veulent, ça me dérange pas trop. C'est vrai que sur les enfants, ça va faire le tour du monde, hop, et un ballon, ça va faire le tour du monde et on ne sait pas où est-ce qu'elles vont atterrir. Donc il y a toujours un danger que on ne sait pas ce qu'elles deviennent ou qu'elles soient mal utilisées. C'est un des risques de ce système révolutionnaire. On ne sait pas à quoi sont destinés les clichés, y compris ceux des mineurs. Nous avons accompagné Philippe Devanne et ses filles dans une grande surface. C'est ici qu'ils ont découvert, par hasard, une photographie de Philippe. Qu'est-ce que vous cherchez là, Philippe? Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche le disque où on voit ma fille. Et c'est exactement celui-là. En fait, l'acheteur n'est pas obligé de dire ce qu'il va faire de la photo. Donc c'est la surprise, on ne sait pas sur quoi va terminer. Donc là, c'est une bonne surprise, c'est une pochette de disque pour enfants, elle est bien utilisée, on est content. Ces photos peuvent aller n'importe où, chez n'importe qui. C'est le danger d'Internet. Nous avons voulu en savoir plus sur la protection des modèles. À Paris pour 2 jours, Oleg Chelzov, le numéro 1 de Fotolia, a accepté de nous rencontrer. Finalement, t'es passé mettre un pantalon et une chemise? Salut. Ça va? La banque d'images établit un contrat avec l'acheteur de la photo. Ce contrat stipule qu'il est interdit d'utiliser les images dans certains contextes. Par exemple, associer le cliché à un mouvement politique, religieux, économique ou encore tabac et alcool. Ce qui est important, c'est ce contrat-là, c'est le contrat d'achat. Et avec le contrat d'achat, et le photographe, et la photo, et les modèles sont ultra protégés. On ne peut pas utiliser l'image pour quelque chose d'illégal. C'est impossible. Ce contrat, ce sont les acheteurs qui le signent. Les modèles, eux, ont signé un autre contrat, bien plus permissif. Les représentants légaux autorisent l'utilisation de l'image de leur enfant dans tous les contextes, même les plus sensibles. Politique, économique, religieux, drogue, MST, homosexualité, adultère, etc. Ça c'est quelque part pour protéger Fotolia aussi, par rapport aux photographes. Ça, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'il ne faut pas qu'après le photographe dise « Ah, cette photo, moi je trouve que c'est un peu ça ». Je trouve que cette photo, vous voyez ce que je veux dire? Si jamais l'utilisation était un petit peu litigieuse, le photographe pourrait se retourner contre Fotolia. C'est surtout elle-même que la société Fotolia cherche à protéger au maximum. Une fois leurs photos sur la banque d'images, les modèles n'ont aucun contrôle sur les clichés et les photographes non plus.
Est-ce qu'il y a votre nom sur cette photo? Eh bien, on va regarder. Là, il y a un copyright au niveau de l'agence, juste à ce niveau-là. Par contre, on voit pas mon nom. J'aurais préféré qu'on voit mon nom aussi, puisqu'il y a une référence à ma photo et que ça serait bien que les droits d'auteur soient respectés aussi, quoi. Ce qui peut sembler anecdotique est en réalité illégal. Avec Internet, les règles du jeu telles qu'elles existaient dans le milieu de la photo ont été bouleversées. Dans ce cabinet d'avocats spécialisé en droit des nouvelles technologies, nous expliquons la situation à Alain Bensoussan. Le client en question qui a donc acheté la photo n'a pas mis le nom du photographe. Il aurait dû. C'est un droit imprescriptible, inaliénable et incessible. Et on ne peut pas y renoncer par contrat. En plus de notre travail, qu'il soit rémunéré ou non, ce n'est pas le problème, nous avons un droit à la personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait dû y avoir le nom du photographe, c'est obligatoire. Quand nous montrons le fameux CD au dirigeant de Photolia, Thibaut Elzière reconnaît l'erreur. Ils auraient dû donc légalement afficher effectivement le nom du photographe. On va aller. Là, ça doit être une erreur parce que ils ont quand même mis le crédit photo Photolia, ils ont dû. On peut les. Non, mais on va. Nous, quand on nous dit quelque chose et on nous dit quelque chose comme ça, on contacte l'agence et on va contacter clairement l'agence pour leur demander. Et généralement, on les met en contact avec les photographes, ils s'arrangent en lui envoyant un CD ou quelque chose comme ça pour le compenser. Et puis ils font attention la prochaine fois, quoi. En guise de lot de consolation, un CD ou un cadeau. Pour des PME, Internet est un excellent moyen de développer son business à grande vitesse. Mais ce système est aussi exploité par de grands groupes qui ont tout de suite compris les profits qu'ils pourraient tirer de cette gestion des ressources humaines. Le géant Amazon, numéro 1 mondial de la vente de livres et de disques sur la toile, a rapidement saisi le potentiel qu'offre Internet. Amazon a créé une bourse de travail au nom curieux, le Turc Mécanique. Sur ce site, vous trouvez des dizaines de milliers de petits boulots très variés. Ils sont proposés par des sociétés ou des particuliers qui vous rémunèrent une fois le travail exécuté. Ici, un particulier vous propose de lui trouver les restaurants de la ville de Seattle aux États-Unis, étoilés par le guide Michelin. Si vous voulez effectuer cette tâche, vous cliquez ici. Pour ce travail, vous serez payé 3 centimes de dollars. Randy Foreman vit à Washington. Il surveille le trafic routier de toute la ville. En plus de cet emploi à temps plein, il navigue sur le site d'Amazon. Nous l'avons suivi dans un cybercafé, son 2e bureau. Ce qu'il préfère, répondre aux questions des internautes dans n'importe quel domaine. Il est payé pour leur fournir la réponse. Quelqu'un a-t-il déjà utilisé le Camagra? Quels sont les sites internet sur lesquels on peut se le procurer? C'est une question posée par un particulier et je vais trouver la réponse en cherchant sur le net. Pour répondre à cette question, Randy Foreman va sur un moteur de recherche. Il découvre que le Camagra est un médicament. Il sélectionne les sites internet sur lesquels on peut acheter le produit au meilleur prix. Dernière étape, il envoie la réponse sur le site d'Amazon. Cette recherche lui rapporte 2 centimes de dollars pour 10 minutes de travail. En 6 mois, Randy Foreman a gagné la somme de 175,75 $. Je vais sûrement utiliser l'argent que j'ai gagné sur le site d'Amazon pour m'acheter un nouveau téléphone portable. Je ne fais pas ce travail pour gagner ma vie, mais parce que c'est un plaisir de faire ça en plus de mon travail. Parce que j'aime utiliser mon ordinateur. Et aussi pour aider les autres. Nous sommes allés à Seattle. Cet immense bâtiment, c'est le siège d'Amazon. Dans cette mecque de l'Internet, les caméras de télévision se font rares. Sur place, on nous accorde 30 minutes pour interviewer Jeff Barr, responsable du marketing pour le monde. Ce système révolutionnaire, il n'en voit que les avantages. C'est un bon moyen pour les sociétés qui ont un volume de travail important. Ce sont des tâches répétitives que les humains sont plus aptes à effectuer que les ordinateurs. Ce n'est pas du travail qui nécessite d'engager du personnel, de fournir bureaux, ordinateurs ou matériel. Avec le Turc Mécanique, n'importe qui dans le monde est capable de faire ce type de travail de chez lui. Pour Amazon, l'avantage de l'Internet,
c'est de pouvoir sélectionner leurs employés parmi des millions d'internautes. Nous avons des gens issus d'une centaine de pays à travers le monde. C'est très varié. Il n'y a pas vraiment de travailleur type dont je pourrais vous dresser le portrait. Il y a de tout, des gens qui font ça pour s'amuser, d'autres qui souhaitent travailler de chez eux. Pour eux, c'est un excellent moyen de gagner de l'argent. Travailler pour s'amuser ou pour rendre service. C'est justement ce concept qui révolte Marcus Courtney, le président du syndicat des hautes technologies. Il dénonce fermement le système mis en place par Amazon. Le concept du Turc mécanique tente de faire croire que les gens qui travaillent pour eux le font pour s'amuser et non pas pour gagner de l'argent. Et je pense que ça montre qu'Amazon est vraiment une société qui essaie de trouver un moyen de se globaliser. Et le problème avec la globalisation, c'est qu'elle normalise l'injustice en dévalorisant les salaires et en abaissant le niveau de vie, en exploitant les gens partout dans le monde. Pour le président du syndicat, c'est tout simplement de l'exploitation. Des multinationales comme Amazon, qui pèsent plusieurs milliards de dollars, mettent tout en œuvre pour faire travailler des gens gratuitement ou à moindre coût, et veulent en plus nous faire croire que c'est acceptable. Agnès Laurent a tenté de gagner sa vie avec le site d'Amazon. Cette mère de famille de 32 ans vit à Paris. Aujourd'hui, elle est serveuse dans des restaurants. Grâce à Internet, elle espérait percevoir un salaire sans quitter son domicile. Mais toutes les tâches qu'elle a effectuées ne lui ont presque rien rapporté. On constate ici que j'ai gagné 9,41 $ pour 450 tâches effectuées, ce qui représente une quinzaine d'heures de travail. C'est pas déclaré. Il n'y a aucune protection sociale et il y a des gens qui travaillent à plein temps. C'est une exploitation complète et une forme de nouvel esclavage pour moi. Pour Agnès Laurent, les tâches que propose Amazon sont sous-payées et aussi difficiles à accomplir. Elle nous montre un exemple de tâche qu'on trouve sur le site. C'est Casting Words qui, pour faire une retranscription de 5 minutes, offre 81 centimes de dollars. Pour gagner cette somme, 6% du SMIC horaire, la jeune femme doit écouter l'enregistrement sonore et tout mettre par écrit. Il s'agit d'une discussion en anglais entre deux personnes. Le son des enregistrements est globalement, en général, extrêmement mauvais. Donc il faut déjà pouvoir décrypter, ensuite réécouter et faire mot à mot. Je pense qu'il doit falloir au moins 2 heures. Ultime étape, envoyer le texte par Internet. Si mon travail est jugé vraiment excellent, je peux gagner jusqu'à 1,70 $ si toutes les étapes sont parfaites. Agnès Laurent ne signe aucun contrat de travail et n'a donc aucune garantie d'être payée. La personne qui a commandé la tâche se réserve le droit de l'accepter ou non, sans aucune explication et sans aucun recours derrière. Donc on ne sait pas du tout si une fois qu'on a accompli la tâche, on va être payé ou pas. Ironie de l'histoire, les 9,41 $ en question, elle ne les percevra jamais. Après, le problème, c'est pour être payé, puisque en fait, seuls les Indiens et les Américains peuvent être payés sur un compte en roupies ou en dollars, et les gens qui travaillent d'autres pays reçoivent des cadeaux qui sont, en fait, les fonds sont transférés sur le site Amazon américain, pas les sites Amazon des différents pays, et on peut être payé en bons cadeaux. Au choix, Agnès Laurent pourra s'offrir un CD ou un livre d'occasion commandé sur le site d'Amazon. Au siège de la société, Jeff Barr se défend d'exploiter qui que ce soit. En réalité, nous mettons à la disposition des gens quelque chose de nouveau. Un travail auquel ils n'avaient pas accès avant. C'est une opportunité que nous leur offrons. On n'est pas là pour exploiter les gens. C'est juste pas notre manière de penser.
Selon nos calculs, en étant très performant, on peut gagner au maximum 3 $ de l'heure. Vous travailleriez pour 3 $ de l'heure? Moi, probablement non. Mais je suis certain qu'on peut trouver un étudiant qui serait d'accord, ou des gens qui accepteraient de travailler chez eux pour ce prix. Ce sont des gens qui ont décidé que c'est ce qu'ils voulaient faire. Personne ne les force. Il n'y a aucune pression, aucune torture. Ils font ce travail parce qu'ils le veulent. Mais si vous avez besoin de travailler parce que vous n'avez pas le choix, vous allez accepter, même si c'est de l'exploitation. Peut-être. C'est vraiment difficile pour moi de me mettre à la place de ces gens-là. Admettons que le travail sur Internet soit la seule possibilité pour eux de gagner de l'argent. Eh bien, je vais vous dire, nous ne sommes pas les seuls à en proposer. Combien ce système rapporte à Amazon? Nous n'obtiendrons pas de réponse. Mais le grand groupe touche 10% de commissions imputées aux employeurs qui utilisent le turc mécanique. Grâce à l'Internet et au travail de ces forçats de la toile, des fortunes se sont bâties. C'est toujours aux États-Unis, à Los Angeles, que nous rencontrons un de ces businessmen qui s'est enrichi en surfant sur cette nouvelle vague. Sa réussite, Brock Pierce la doit aux jeux vidéo sur Internet. Moi, je monte des sociétés à la chaîne. Mon but, c'est de me lancer dans de nouveaux business et d'être toujours en avance sur le marché. Comme ça, j'ai 6 mois ou 1 an pour établir une position dominante. C'est à Hollywood qu'il a commencé sa carrière. Dès l'âge de 5 ans, il devient un acteur star. Mais ce n'est pas au cinéma qu'il fait fortune. À 21 ans, il se lance dans le business du jeu vidéo et crée la société IGE. Depuis 5 ans, les jeux en réseau sur Internet connaissent un succès planétaire. Des millions de joueurs connectés sur la toile progressent dans des univers virtuels. Le but ultime, posséder un personnage puissant. Et pour augmenter sa force, il faut tuer des monstres ou encore récupérer des butins. En accomplissant ces missions, vous gagnez de l'argent virtuel pour acheter dans le jeu des armes qui vont accroître votre puissance. Mais pour acquérir épées laser, potions magiques ou encore armures indestructibles, vous devrez passer des milliers d'heures à jouer. Pour ceux qui n'ont pas le temps, Brock Pierce a inventé un système novateur qui vous permet d'acheter de l'argent virtuel. Il vous suffit d'aller sur le site IGE. Si vous souhaitez acheter 25 000 pièces d'or, il vous en coûtera 1 135 €. Avec cette somme, vous pourrez vous procurer dans le jeu des épées comme celle-ci, ou tout autre équipement qui augmentera la puissance de votre personnage. En fait, les gens qui achètent ces biens virtuels ne disposent pas de temps, mais disposent d'argent. Le marché de la vente d'objets virtuels est énorme. Il y a une demande considérable de la part des utilisateurs. Ce sont eux qui font la loi avec leur portefeuille. Des joueurs occidentaux sont prêts à payer des sommes considérables pour posséder des armes qui n'existent pas. Les sociétés de vente comme IGE sont nombreuses et le marché très lucratif. La société créée par Brock Pierce est numéro 1 mondial dans le secteur. Nous ne connaîtrons pas son chiffre d'affaires. Pendant notre entretien, John Maffei, son bras droit, ne nous lâche pas d'une semelle. Ici, tout est contrôlé. Êtes-vous riche? Je me considère pas comme riche. Regardez, j'ai même pas de bureau. Regardez où je travaille. Brock, tu peux pas dire ça. Sois honnête. Dis-lui que tu fais énormément d'argent et que tu n'as plus besoin de travailler. Soyez honnête. Ouais, dis-lui que tu as une jolie maison, une belle voiture. Sois honnête. Ok. Êtes-vous riche? Je me suis fait un peu d'argent. Bon, même beaucoup d'argent. Je pourrais prendre ma retraite aujourd'hui. Mais je ne le ferai pas. Je pourrais passer le reste de mes jours sur la plage. Mais je n'en ai pas l'intention. Je me lève tous les matins et j'ai besoin de travailler. Plus le défi est grand, plus ça me motive. Ce business de l'argent virtuel est estimé à plusieurs milliards de dollars.
Ici, dans les bureaux américains du millionnaire, on compte une quinzaine d'employés. Pour le reste, Brock Pierce a délocalisé son business à l'étranger, et notamment en Chine. C'est ici que le jeune homme a décidé de faire produire les armes et l'argent virtuel. Un pays connu pour sa main-d'œuvre flexible et à bas prix. Nous sommes à Jinhua, à 300 km au sud de Shanghai. Cet immeuble délabré abrite un atelier de fabrication d'armes virtuelles. La mission de ces petites mains, faire évoluer des personnages de jeux vidéo en réseau pour le compte de joueurs occidentaux. Le travail de ces jeunes Chinois, jouer aux jeux vidéo. Celui-là ici, c'est mon personnage. C'est avec lui que je joue. Je suis en train de tuer des monstres pour faire progresser mon personnage. Mon but, c'est de le rendre plus fort, plus puissant. Ici, on joue à un rythme effréné, du lundi au dimanche et 12 heures par jour, sans vacances ni jours de congé. Les employés de cet atelier exécutent les commandes réclamées par IGE et les autres sociétés de vente par Internet. Le maître des lieux, c'est Monsieur Liu. Sous ses ordres, une quarantaine d'employés qui se relaient nuit et jour. Il est dans ce business depuis 4 ans. Moi, je fais de la production d'objets virtuels. Ça veut dire qu'on est en contact avec des vendeurs. Les vendeurs reçoivent les bons de commande de la part des clients et nous les envoient. Une fois qu'on a accompli le travail, on envoie tout ça aux plateformes de vente par Internet. Les sociétés de vente comme IGE sous-traitent les commandes des joueurs occidentaux auprès de milliers d'ateliers de ce type. Là encore, tout se passe par Internet. Donc là, j'imprime le bon de commande et je vais le donner à un employé. Tiens, regarde, ça c'est pour toi. Donc là, c'était un bon de commande que j'ai reçu par Internet. C'est pour faire progresser un personnage. Il faut faire augmenter sa puissance. C'est pour le compte d'un client européen. Vous êtes payé combien pour cette commande? 35 centimes d'euros et on fait 50-50 avec l'employé. Quand nous interrogeons les employés, il s'avère qu'ils ont un salaire fixe et non pas 50% de ce qu'ils produisent, comme le prétend le patron de l'atelier. Je gagne environ 96 € par mois. Je ne suis pas très content de mon salaire. À vrai dire, ce n'est pas très bien payé. Pour un jeune comme moi, ce n'est pas suffisant, c'est sûr et certain. Il faudrait que je gagne plus. Est-ce que ça te paraît étrange que dans quelques jours, un Américain, un Italien ou un Français joue avec ton personnage? Il n'y a rien de bizarre. C'est mon travail. C'est moi qui joue, mais le personnage n'est pas à moi. C'est juste un business. Eux, ils paient, nous, on bosse. Ici, il faut être productif. Pour manger, une pause d'à peine 30 minutes. Tujong et Xiaolei travaillent pour Monsieur Liu depuis bientôt 2 ans. Chaque jour, ils déjeunent à 2 pas de l'atelier. Ça coûte combien de manger ici pour vous et est-ce que c'est cher? Oui, c'est cher. C'est entre 35 et 40 centimes d'euros. Mon repas, c'est 30 centimes d'euros. Pour eux, pas d'extra. Avec leur salaire, les 2 jeunes garçons ne peuvent s'offrir que le minimum vital. De plus en plus souvent, je pense à quitter ce travail pour en trouver un autre qui soit mieux. Un travail qui a plus d'avenir. Est-ce que tu es heureux finalement? Non. Pourquoi? Si je gagnais plus d'argent, je gagnerais aussi ma liberté. Le fait de travailler ici, ça ne me permet pas de faire ce que je veux. Pour Monsieur Liu, le business est florissant. Aujourd'hui, il doit recruter d'autres joueurs professionnels. Bonjour, vous êtes libre?
À quelques kilomètres de son atelier, le bureau de recrutement. Je suis en train de remplir un formulaire, je mets le nom de mon entreprise, les conditions de travail, je vais recruter 20 personnes. Pourquoi? C'est pour les besoins de mon entreprise. J'ai de plus en plus de commandes en ce moment, alors il faut que j'embauche. Normalement, c'est 12 heures par jour. Et l'entreprise s'occupe du logement et de la nourriture. Le salaire minimum est de 80 € plus les primes. Vous fonctionnez pareil? Presque pareil, sauf qu'on n'a pas de salaire minimum et on ne paye pas la nourriture. Vous ne proposez pas un salaire minimum, vous? Avant, je proposais un salaire minimum, mais les employés comptaient trop sur ce salaire. Alors, je ne pouvais pas avoir de garantie sur la qualité de leur travail. Les autres entreprises fournissent la nourriture, pourquoi pas vous? Vous savez, pour la nourriture, c'est très compliqué. Les employés doivent se mettre d'accord, ils ont tous des goûts différents. Certains préfèrent épicé, d'autres sucré. En plus, nourrir 40 personnes chaque jour, c'est vraiment trop compliqué. Vous êtes content? Ah oui, bien sûr. Pourquoi? À chaque fois que je fais un nouveau recrutement, ça prouve que l'entreprise se développe. Donc je suis très content. Rapidement, le patron de l'atelier reçoit des candidats. 2 jeunes garçons fraîchement débarqués d'un village de campagne de la région. Nous assistons à l'entretien d'embauche. Asseyez-vous. Je vais vous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que vous avez déjà fait ce genre de travail? Oui. Les 2 jeunes garçons ont appris à jouer dans leur cybercafé local. Pourquoi tu as choisi de venir chez moi? Mon père m'a dit que c'était bien pour moi de quitter la maison et de faire mon expérience de la société. Montre-moi ta pièce d'identité. Pourquoi faire vous demander leur carte d'identité? C'est pour voir s'ils sont majeurs ou pas. Vous acceptez de prendre les mineurs ou pas? Non. S'ils sont mineurs, ils n'ont pas d'expérience de travail et ils ne seront pas mûrs psychologiquement. Là, il a quel âge, par exemple? Lui, il a 17 ans. C'est trop jeune, alors? Oui, c'est un peu trop jeune, oui. Alors, vous allez le prendre ou pas? Eh bien, en Chine, on ne peut pas embaucher des gens en dessous de 18 ans parce que la police vient parfois vérifier. Vous jetez un coup d'œil d'abord. Si vous acceptez le salaire et respectez les règles, vous pouvez rester. On va faire un essai. Là, vous voyez, il est écrit qu'il n'y a pas de salaire minimum. Et ça, c'est les règles que vous devez respecter. Ah, ça m'a l'air pas mal. J'accepte. Finalement, même si c'est illégal, Monsieur Liu prend les 2 mineurs à l'essai. Pas de salaire minimum, pas de sécurité de l'emploi et pas d'assurance. Un travail précaire et des conditions difficiles. Ici, les employés dorment sur place, au 3e étage de l'immeuble. C'est Monsieur Liu qui fait la visite. Alors là, vous voyez, c'est les toilettes. Et là, c'est la douche. Entrez, à partir de maintenant, vous habitez ici. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas mettre le feu et faire attention à la propreté de votre chambre. Avant de se mettre au travail, les 2 jeunes Chinois ont quelques minutes pour défaire leurs bagages. Qu'est-ce que vous avez pris comme affaire? J'ai un soupul. J'ai un jean. Moi, j'ai ma brosse à dents et mon dentifrice. Et ça, c'est mon t-shirt pour sortir. Ça, c'est mon livret de banque. Combien il te reste sur ton compte? Plus rien. Je ne peux plus rien retirer. Et toi, il te reste quoi comme argent? On fait compte commun. Donc là, en fait, en gros, il ne vous reste plus rien, c'est ça? Non, on n'a plus d'argent du tout. Comment tu te sens maintenant que tu as trouvé du travail?
Vous savez, on est soulagé maintenant d'avoir du travail. Au moins, on ne sera plus dans la rue. Visiblement, ils n'ont pas le choix. C'est ça ou rien. À peine le temps de s'installer qu'il faut déjà se mettre au travail. Ici, le maître mot, c'est la rentabilité. Alors là, il est 8h30 du matin, tu dois travailler jusqu'à 20h30 ce soir. En 12 heures, tu dois faire passer ton personnage au niveau supérieur. Ça, c'est ton premier test. Montre-lui les techniques de jeu et comment on tue les monstres. Là, ce bouton, c'est pour que ton personnage soit plus fort. Là, regarde, tu peux voir la puissance de ton personnage. Celui-là? Oui. Est-ce que c'est important pour toi de garder ce travail? Oui, très important parce que j'ai déjà un certain âge. Il faut que je me débrouille pour survivre et pour manger à ma faim. Le patron garde un œil sur ses nouvelles recrues. Vas-y, attaque. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Il est 20h30. Fin de la journée de travail pour l'équipe de jour. Le lendemain, même programme. Pour les joueurs professionnels, tous les jours, réveil à 6h du matin. Pour Tu Jong, réveil difficile. Oh, c'est trop tôt. Est-ce que c'est la vie que tu attendais? Non, non. La vie que j'imaginais est sûrement mieux que celle-là. Mais on ne peut pas vivre comme on veut. Ici, tout le monde espère une vie meilleure. Déjà, on travaille ici. En plus, on dort ici. Du coup, je ne me sens pas très bien. Il n'y a aucune distance entre ma vie privée et mon travail. Je me lève, je vais travailler et après le travail, j'enchaîne et je dors ici. Passage rapide dans la salle de bain improvisée. Tu Jong, l'eau est froide ou chaude? Froide? En hiver, tu peux pas te laver les cheveux ici, ça c'est sûr. Ici, les mêmes loisirs qu'en prison, les mêmes rêves aussi. Ici, mon passe-temps, c'est de soulever des haltères. Surtout quand je suis mécontent. Ça me permet de décharger ma colère. C'est comme un punching ball. De temps en temps, je me sens comme un robot. J'aimerais parfois profiter du soleil. Ça me plairait. Dans son village, Tu Jong a laissé sa petite amie. Depuis qu'il travaille ici, il ne peut pas la voir. Il n'a pas assez d'argent pour s'offrir un billet de bus. Son rêve, construire sa vie avec elle. J'aimerais bien. Mais ce n'est pas le moment de m'engager avec elle. Vous voyez la situation dans laquelle je vis? Je ne peux pas demander à ma copine de subir ça. Même si elle acceptait, c'est moi qui ne pourrais pas le supporter. Par manque de place, les deux nouvelles recrues ont été obligées de partager le même lit. Il est 6h30. C'est reparti pour 12 heures de travail intensif. Ce business rapporte beaucoup d'argent. Pourtant, des centaines d'ateliers de fabrication chinois se plaignent de ne plus recevoir les paiements d'IGE. Monsieur Liu en fait partie. Il a exécuté des commandes pour la société américaine et n'a pas été payé depuis 4 mois. Là, vous voyez, il est écrit que nous avons fourni la marchandise, mais le paiement n'a jamais été effectué. Est-ce que vous avez essayé de les appeler?
Ah oui, pas seulement une fois, plusieurs fois. La première fois, ils ont essayé de fournir une explication. Puis ils sont devenus de plus en plus agressifs. Et ils ont fini par m'insulter. Nous avons voulu en savoir plus. Nous sommes à Shanghai. C'est ici que se trouvent les nouveaux bureaux chinois de la société de Brock Pierce, le Golden Boy américain. Sur place, nous avons rendez-vous avec Randy Xu. Depuis plusieurs années, il travaille pour le chef d'entreprise américain. C'est lui qui gère son business en Chine. Ici, on est content du partenariat avec les Américains. On est bien loin des ateliers des petites mains. Les conditions de travail sont plus que correctes pour la Chine. Grâce à l'Internet, on assiste dans le pays à l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, celle qui en profite plus que les autres. Randy Xu en fait partie. On offre un service aux joueurs de jeux vidéo. On ne fait pas progresser les personnages de jeu nous-mêmes. On ne produit pas l'argent virtuel non plus. Nous vendons tous ces biens virtuels à des clients qui n'ont pas le temps de passer des heures à jouer sur Internet. Et nous leur faisons payer ce service. Et c'est un gros business ? Oui, bien sûr. Je dirais que ce business rapporte un minimum de 15 millions de dollars par mois. On peut dire que c'est un gros business. IGE, c'est le leader mondial, c'est ça ? Oui. Quel est le chiffre d'affaires d'IGE ? Je ne peux pas divulguer l'information. C'est au-dessus de mes prérogatives. Un business très lucratif. Pourtant, ils ne payent plus leurs sous-traitants. J'ai entendu dire qu'IGE ne payait plus les ateliers de fabrication. Oui, nous avons un problème avec les transactions. Je suis désolé que ce soit arrivé, mais il y a un problème d'argent et de transition. Tout est arrivé en même temps. Mais nous avons tout réglé maintenant. Pourtant, pendant l'interview, un jeune homme fait irruption dans les locaux. Il réussit à franchir les barrières de sécurité. Visiblement, il est armé. On nous demande de nous réfugier dans le bureau du responsable. What? Angry suppliers, farmers, the payments, remember? Yeah, you didn't pay them. You kidding? He's coming here with a gun? It's my first time in war, but I'm kind of used to it. Des sous-traitants qui viennent réclamer leur argent armé. Randy Xu se veut rassurant, mais il exige quand même que nous quittions les lieux par une porte de service. I saw the gun. You saw the gun? I saw the gun. Probably it's a fake gun. What happened? Do something. We have called the police. We have called the police. Don't call the police. You have to call the police. No. Don't do this. Vas-y, regarde, il est avec son flingue. Don't do this. I'm sorry. No, she's a woman. Sorry. Let us. It's the truth. We show that to the police. We don't know what. L'homme armé est un sous-traitant d'IGE. Il a pris la standardiste en otage. Quand Randy Xu s'aperçoit que nous filmons, nous quittons les lieux précipitamment. L'homme se fera arrêter par les forces de l'ordre. De retour à l'hôtel, nous appelons Randy Xu. Il s'inquiète de ce que nous avons pu filmer. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quel est son problème? He's just some angry suppliers. Don't write anything in the report, would you? Sorry? Don't write anything in the news or the TVs. It's not good for the company, and it's very disturbing news.
Mais pourtant, c'est la vérité. Retour aux États-Unis, dans les bureaux de Brock Pierce, le fondateur d'IGE. Pendant notre entretien, il nous assure que les joueurs professionnels chinois sont bien traités et bien payés. Vous savez, la plupart du temps, ils gagnent plus d'argent que s'ils faisaient un autre travail. J'en ai rencontré, moi, beaucoup de joueurs professionnels en Chine qui gagnent $1000 par mois parce que ce sont de très bons joueurs. Et ce sont de bien meilleurs salaires que ceux d'avocats ou de médecins qui habitent au même endroit. Je vous le répète, pour tous ceux que j'ai rencontrés, c'est une carrière en or. Je suis allée en Chine et j'en ai rencontré un certain nombre, mais j'ai rencontré personne qui gagne autant d'argent. Dans quelle ville êtes-vous allé ? J'étais à Shanghai, à Jinhua, je suis allée à Pékin. Visiblement, Brock Pierce ignorait que nous avions accédé aux ateliers chinois. Il tente de détourner la conversation. Et alors, ils aiment les jeux vidéo ? C'est différent de le faire par plaisir et de le faire pour en vivre. Bon, Il ne répondra pas à la question. Et ce n'est que le début. Lorsque nous lui apprenons que nous sommes allés dans ses propres locaux à Shanghai, son visage s'assombrit. Un type est entré dans les bureaux d'IGE avec un pistolet à la main. Et vous êtes... et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pris un otage dans les locaux. Vous ne le saviez pas ? John Maffei, son bras droit, se précipite sur la caméra et exige que nous l'éteignions. Brock Pierce retire son micro. Nous continuons à filmer à leur insu. La tournure que prend l'interview ne leur convient pas. Des images très gênantes pour Brock Pierce qui peuvent mettre son business en péril. Not in a million years that I think you were going to walk up and say, "Hey, did you know someone with a gun?" Me too. Not in a million years. People would have agreed to the interview if we were going to go in this direction. And then if you go and create a story about Brock Pierce, and farmers and all that kind of stuff, it's not a positive thing for the company as you try to move forward. I'll show you. Brock Pierce prétend avoir revendu IGE au printemps dernier. Information invérifiable. Ce qui est certain, c'est que le jeune millionnaire possède bien d'autres sociétés Internet. Bienvenue dans le Far West du marché de l'emploi moderne. Plus de règles du jeu, plus de contrats, plus de sécurité de l'emploi, plus d'assurance. Un parfum de 19e siècle. C'est le nouvel ordre du travail virtuel.